Dans l'épisode précédent, Luo étudiait sur son ordinateur, priant pour ne pas échouer à ses examens finaux ou devoir redoubler. À l'insu de Luo, le bandage qu'il avait utilisé pour envelopper ses mains blessées s'était détaché. Le petit chaton curieux s'en aperçut et s'amusa à tirer sur le bout détaché, exposant accidentellement la main de Luo. Soudain, il y eut un éclair de lumière et Luo fut surpris. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle explosion de lumière. Lorsqu'il tourna son regard vers son ordinateur, il vit une fille assise à côté de lui, les mains posées sur ses genoux. Luo fut choqué au plus haut point. Luo grimaça de douleur lorsqu'elle lui donna un puissant coup de pied dans la joue, la laissant rouge et le faisant s'étaler sur le sol. Il savait qu'elle l'avait fait intentionnellement et lui demanda pourquoi. Elle prétendit que c'était un accident, mais Luo n'était pas convaincu. Balayant l'incident d'un revers de main, il se remit sur pied. Réalisant qu'elle n'avait toujours pas de nom, il décida de l'appeler Muzi. Mais elle répondit qu'elle n'avait pas besoin de nom. Elle se montrait plus intéressée par son apparence actuelle que par son identité. Luo se doutait que Muzi pouvait être une personne dure et indépendante. Aussi respecta-t-il ses souhaits et la laissa-t-il tranquille pour l'instant. Il avait d'autres affaires urgentes à régler, notamment ses résultats, et il ne voulait pas de distraction qui pourrait être embarrassante. Pendant ce temps, Muzi semblait réticente à quitter la table, refusant de bouger. Pour tenter de l'éloigner, Luo lui demanda si elle voulait voir son reflet. Il fit un geste en direction d'un miroir, espérant que cela l'inciterait à bouger. Finalement, la souris s'exécuta et descendit de la table. Luo se sentit soulagé qu'elle ait quitté son perchoir, ce qui lui permit de se concentrer. Il décida de vérifier ses résultats et se rendit compte que la souris qu'il avait l'intention d'utiliser s'était transformée en elle. Il tourna son regard vers Sourisette, qui examinait son reflet dans le miroir. À sa grande horreur, elle commença à soulever sa jupe. Luo lui cria dessus, soulignant qu'il n'était pas convenable que les filles s'exposent devant les garçons. Muzi n'a pas tenu compte de l'avertissement de Luo. Frustré, Luo l'appela et réfléchit à la manière dont il pourrait l'utiliser sous cette nouvelle forme. Elle n'avait pas la molette de défilement, ni les boutons d'une souris classique, ce qui laissait Luo perplexe quant à la manière d'utiliser son ordinateur. Perdu dans ses pensées, Muzi l'interrompit, suggérant qu'il n'avait pas pu contrôler ses instincts en voyant sa jolie transformation. Luo rejette son accusation, expliquant qu'il l'a accidentellement transformée d'une souris en une fille et qu'il a maintenant besoin de son aide pour vérifier ses résultats d'examen. Cependant, Muzi pense qu'il a des intentions malveillantes à son égard. Elle a déclaré que Luo n'avait pas à s'inquiéter de l'utilisation de l'ordinateur avec la souris et a proposé de l'aider. Mais son aide a un prix. Luo, ayant l'habitude de cliquer vigoureusement sur la souris pendant qu'il jouait, au point de la torturer, Muzi a insisté pour recevoir un massage avant de l'aider. Luo s'enquit du type de massage auquel Maozi faisait référence. Elle lui expliqua que Luo semblait s'amuser à l'utiliser comme souris, mais qu'il refusait désormais de la masser. Se sentant un peu gêné, Luo expliqua que c'était parce que les garçons et les filles ne devaient pas être trop proches physiquement. Curieux de savoir quel type de massage Maozi voulait, il lui demanda si elle préférait un massage chinois sur chaise ou un massage japonais. Maozi a laissé le choix à Luo tant qu'elle se sentait bien. Luo n'avait jamais massé que son grand-père et sa mère dans le passé. Il en choisit un au hasard et commença à masser Muzi. Elle semblait apprécier et l'encourager à redoubler de force. Cette situation étrange rendait Luo encore plus maladroit, car Muzi semblait sans défense. Dans son esprit, Luo pensa sarcastiquement à l'utilisation d'une force inutile, alors qu'il appliquait une pression sur la jambe de Muzi. Muzi cria qu'il ne massait pas le bon endroit, mais Luo lui dit d'endurer. Il prétendait qu'il s'agissait d'un massage des jambes à la chinoise. Malgré ses protestations, Luo a continué à lui masser les jambes. Muzi a continué à crier, déclarant qu'elle n'en pouvait plus. Pour tenter d'obtenir la coopération de Muzi, Luo l'a informé qu'il ne lui permettrait pas d'utiliser son ordinateur si elle ne se sentait pas bien pendant le massage. C'est à ce moment-là que Muzi a compris que Luo lui jouait un mauvais tour. Outrée, elle lui a crié dessus pour son audace. Comme Muzi était manifestement mécontente de la situation, Luo décida d'interrompre le massage. Muzi s'est plainte d'avoir la gorge sèche à force de crier, ajoutant que rien de tout cela ne serait arrivé si Luo avait été obéissante dès le début. Luo s'est excusé auprès d'elle, exprimant des remords pour ses actions. Muzi a finalement accepté de l'aider à vérifier ses résultats
pendant que Luo contrôlait le clavier. Elle lui a demandé de placer sa main sur sa tête et de la déplacer comme il le ferait normalement avec une souris. Fermant les yeux, Luo pria silencieusement Dieu, espérant ne pas avoir à redoubler l'année. Alors qu'il cherche ses résultats, une vague de joie et de bonheur l'envahit. Il avait réussi l'examen. Désormais, sa mère n'aurait plus à s'inquiéter de son redoublement. Luo se proclama roi, même s'il s'en sortait à peine. Moussi soupira en disant qu'il était difficile de servir un tel maître. Luo se retrouva face au plus grand défi de sa vie, les devoirs d'été. Une série de livres intimidants s'étalèrent devant lui et il se sentait dépassé, ne sachant pas par où commencer. Il était censé participer à une pratique sociale estivale, mais il n'arrivait même pas à écrire un seul mot. Frustré, il se gratta distraitement la tête et observa un chat qui s'amusait non loin de là. Luo ne pouvait s'empêcher d'envier la vie insouciante d'un chat, où la nourriture et l'abri étaient fournis, et où la sieste était une forme d'art. À ce moment-là, il rêvait de se réincarner en chat dans sa prochaine vie. Il rêvait d'une vie apparemment sans effort. Il poussa un soupir et baissa la tête en signe de défaite. Luo sentait qu'il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il pensait que son QI était bien trop bas et son manque de talent pour les études ne faisait qu'exacerber ses difficultés. Il souhaitait que quelqu'un lui donne un coup de main. Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'il se sentait dépassé par les défis auxquels il était confronté. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, ses yeux se sont posés sur un stylo posé sur la table et une idée a germé dans son esprit. Et s'il pouvait trouver un correspondant qui l'aiderait à faire ses devoirs? Le pire, c'est que Luo ne savait même pas comment répondre à une question apparemment simple. Il ne pensait qu'à manger. Le stylo qu'il tenait à la main avait été son compagnon de confiance pendant toute sa scolarité. Avec une soudaine détermination, Luo décida d'enlever le bandage de sa main droite. Si le stylo à plume, qui s'était mystérieusement transformé auparavant, possédait toujours ses pouvoirs magiques, il transformerait ses devoirs en un compagnon qui l'aiderait à terminer son travail sans effort. Dès que Luo toucha le stylo, celui-ci commença à se transformer. Surpris, il regarda le stylo se transformer en une silhouette humaine. La dame nouvellement formée appela Luo maître des larbins et se présenta comme une honnête plume. Curieuse, elle demanda à Luo quel nom il lui donnerait. Enfin, Luo avait trouvé un objet qui valorisait son propre nom. Après avoir hésité un moment, il décida de l'appeler l'ami. S'inspirant de la marque du stylo plume, l'ami a gracieusement accepté le nom. Intrigué par la tournure inattendue des événements, l'ami interrogea Luo sur la raison pour laquelle il l'avait transformé en forme humaine. Luo s'est expliqué et l'a désespérément supplié de l'aider à faire ses devoirs. Il a présenté le devoir à l'ami, qui a d'abord cru qu'il s'agissait d'une tâche ardue. À sa grande surprise, les questions se sont révélées relativement simples. Cependant, l'ami a refusé de l'aider à terminer le travail. Elle a affirmé qu'il s'agissait de son devoir, pas du sien. Avant d'examiner sa demande, elle insiste pour qu'il remplisse une condition. Luo acquiesce. Désireux de découvrir la requête de l'ami, Luo s'enquit de ses intentions. Cependant, au lieu de lui proposer de faire ses devoirs, l'ami a exprimé son désir de lui apprendre à les faire lui-même. Confus, Luo se demanda pourquoi il s'était donné la peine de la transformer en humain si ce n'était pas pour l'aider à faire ses devoirs. L'ami a répondu en expliquant qu'il n'est pas juste d'attendre des récompenses sans faire d'efforts, soulignant que tout a un prix. Elle se dit prête à lui enseigner, mais insiste sur le fait qu'il doit assumer la responsabilité de son propre travail. Luo se demande pourquoi on l'oblige à faire ses devoirs tout seul. Néanmoins, Luo a affirmé son autorité, rappelant à l'ami qu'elle était un stylo plume et qu'il était son maître. Il lui ordonna de faire ses devoirs à sa place. L'ami s'empare d'une règle et donne à Luo une gifle sévère, déterminé à l'utiliser pour le discipliner s'il désobéit. Réalisant qu'il ne pouvait pas la défier, Luo a accepté à contre-cœur d'obéir à ses instructions, jurant de ne plus être paresseux. Il accepta l'offre de l'ami de lui enseigner. L'ami commença à lui enseigner, mais il ne fallut pas longtemps à Luo pour crier d'excitation, levant la main en signe de triomphe, proclamant qu'il avait enfin conquis la matière la plus difficile, les mathématiques. Enseigner à Luo s'est avéré être une tâche éreintante pour l'ami. Le jeune Luo avait besoin d'une grande quantité d'énergie et de conseils. Ses capacités scolaires sont loin d'être exceptionnelles, et l'ami est de plus en plus frustrée. Épuisée, elle se leva brusquement et s'endormit, laissant Luo poursuivre seul ses études. Déterminé à surprendre l'ami à son réveil, Luo décida de travailler la matière dans laquelle il se sentait le plus confiant, la biologie. Il se rassura en se disant qu'il serait embarrassant pour quelqu'un d'aussi doué que lui d'avoir des difficultés en biologie. Cependant, il a du mal à saisir les concepts et à comprendre la matière.
Frustré, Luo est allé réveiller l'ami pour lui demander de l'aide pour son devoir de biologie. À sa grande surprise, l'ami l'a poussé de force sur le lit et s'est placé au-dessus de lui. Déconcertée, Luo s'est interrogée sur ses actes, ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait lui enseigner la biologie. L'instant d'après, Luo s'est réveillé et s'est rendu compte qu'il s'était endormi. Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé après que l'ami soit monté sur lui. Il se souvint rapidement qu'il avait encore des devoirs à faire. Il se rendit à l'endroit où les devoirs étaient conservés et découvrit que l'ami avait effectivement terminé le travail pour lui. Luo se rendit à son école où il rencontra par hasard l'un de ses professeurs. Celui-ci lui a rappelé qu'il s'était inscrit à un stage d'été en tant que maître nageur dans un parc au bord de l'eau. Cependant, le professeur l'a informé que le poste avait été temporairement annulé. Assurant Luo de ne pas s'inquiéter, le professeur lui a indiqué qu'il avait trouvé un autre emploi en tant qu'agent d'entretien dans un lieu pittoresque. Déçu, Luo ne se réjouit pas à l'idée d'être agent d'entretien. Il avait espéré devenir maître nageur, s'imaginant en héros courageux et séduisant. Malgré sa déception, Luo quitta le bureau et rencontra l'oncle Zhang, le responsable du programme de pratique sociale. L'oncle Zhang se présenta, serra la main de Luo et lui tendit l'uniforme de nettoyeur, signalant ainsi le début de son nouveau travail. Sous le soleil brûlant, Luo travailla dehors, accomplissant avec diligence ses tâches de nettoyage. Pendant qu'il travaillait, il aperçut un visage familier, Zhang Yun, une fille qu'il avait déjà connue. À son grand désarroi, il remarqua qu'elle était harcelée par un homme qui persistait à la harceler, lui tenant la main contre son gré. Luo rassembla son courage et s'approcha de la scène, saisissant fermement la main du type. Il lui expliqua calmement qu'il n'était pas convenable qu'il continue à harceler Zhang Yun, étant donné qu'ils avaient rompu. En réponse, le type rabaissa Luo, se moquant de lui comme d'un simple nettoyeur et lui disant de s'occuper de ses affaires. Sans se laisser déconcerter, Luo a déclaré fièrement que, bien qu'il soit un nettoyeur, il était aussi un membre du personnel de cette zone et a menacé de faire appel à la sécurité pour expulser le type s'il persistait dans son comportement déraisonnable. Luo a lancé le balai qu'il tenait vers l'homme, le faisant trébucher et tomber. Se retournant vers Zhang Yun, Luo lui demanda si elle allait bien, surpris de le voir en tenue de femme de ménage. Se grattant la tête, Luo expliqua qu'il s'agissait d'une pratique sociale estivale organisée par l'école et que c'était à son tour de se porter volontaire comme nettoyeur pour la journée. Luo sentit que le type qui avait importuné Zhang Yun pourrait revenir, alors il lui proposa de la raccompagner si elle n'y voyait pas d'inconvénient. Zhang Yun s'excusa de lui avoir causé des ennuis. Alors qu'il s'abrite de la pluie dans une voiture, quelques secondes de silence s'écoulent entre Luo et Zhang Yun. Elle se rend compte que ses vêtements sont mouillés et s'inquiète des conséquences. Dans un moment de vulnérabilité, elle a demandé à Luo si elle pouvait faire sécher ses vêtements chez lui. Zhang suivit Luo dans sa petite maison un peu en désordre. C'était la première fois qu'elle lui rendait visite et elle lui a exprimé sa gratitude pour l'avoir autorisé à entrer et à s'abriter de la pluie. Luo l'accueillit chaleureusement et lui proposa de s'asseoir. Il alla chercher une tasse d'eau pour Zhang. En remarquant l'adorable chat de Luo, Zhang exprima son désir d'avoir un animal de compagnie comme lui. Conscient que Zhang risquait d'attraper froid si elle continuait à porter ses vêtements mouillés, Luo lui a gentiment suggéré de prendre une douche. Il lui montra les toilettes et lui offrit ses propres vêtements pour qu'elle se change, ainsi qu'une serviette de bain. Pendant que Zhang se rendait à la salle de bain, Luo ne pouvait s'empêcher de se sentir ridicule d'avoir accepté sa demande et de l'avoir emmené chez lui. Il ne comprenait pas pourquoi il avait prétendu être une bonne personne. Décidant de se concentrer sur autre chose, Luo commença à préparer le repas. Il avait déjà préparé des nouilles pour eux. Alors qu'il s'asseyait pour déguster le repas, Zhang remarqua le stylo plume qu'elle lui avait offert sur la table. Elle fut surprise que Luo l'ait encore et lui demanda pourquoi il l'avait gardé. Luo exprima sa gratitude pour le stylo, expliquant à quel point il lui avait été utile. Zhang est heureuse d'apprendre que Luo l'a trouvé utile. Une fois le repas terminé, Zhang s'enquiert des bandages sur les mains de Luo, craignant qu'il ne soit blessé. Luo lui répond qu'il souffre d'une allergie cutanée et qu'il a besoin d'un médicament et lui suggère de faire la vaisselle à la place. Zhang, qui se sentait à l'aise avec lui et se considérait comme proche, a insisté pour faire la vaisselle elle-même. Cependant, alors que Luo plonge ses mains dans l'évier, Zhang pousse un cri d'alarme, craignant que sa main bandée ne soit blessée. À ce moment-là, le chat frôla sa jambe, faisant glisser sa pantoufle, et Luo l'attrapa rapidement pour l'empêcher de tomber. Malheureusement, le bandage de la main de Luo s'est défait, révélant une petite partie de la peau mouillée et exposée, et une petite fille est apparue. Zhang demande à Luo une explication sur l'apparition soudaine de la petite fille. Luo promet de l'expliquer
à condition de garder le secret. Zhang accepta et Luo commença à partager son extraordinaire secret. Il lui dit qu'il possède un super pouvoir unique. Au début, Zhang pensa qu'il exagérait en prétendant avoir un super pouvoir. Mais, pour qu'elle le croie, Luo lui montra la petite fille qui était apparue, vêtue des mêmes vêtements que Zhang. « Cette petite fille ne ressemble-t-elle pas exactement aux vêtements que tu portais ?» demanda Luo à Zhang. Cette vision l'étonna et elle commença à croire que Luo disait la vérité. Dans l'épisode précédent, Luo a commencé son travail de nettoyeur et, en plein service, il a croisé Jiang Yun, une ancienne connaissance en difficulté. Voyant qu'elle était harcelée, il est intervenu malgré les moqueries de l'agresseur, qu'il a réussi à faire fuir. Plus tard, alors qu'une pluie battante les a surpris, Jiang Yun lui a demandé de l'accueillir chez lui pour sécher ses vêtements. Chez Luo, l'ambiance était légèrement tendue. Après un repas où ils ont échangé quelques souvenirs, Yang Yun a insisté pour faire la vaisselle à sa place. Mais alors qu'elle s'activait, le chat de Luo a frôlé sa jambe, la faisant glisser. Par réflexe, Luo l'a rattrapé juste à temps, mais dans le mouvement, son bandage s'est défait et sous les yeux ébahis de Yang Yun, une petite fille est soudainement apparue. Un silence inquiétant enveloppait toute la pièce, laissant la petite fille perplexe. Le silence fut brisé après quelques minutes lorsque Yang Yun demanda des explications à Luo sur ce qui venait de se passer et sur la façon dont la petite fille était apparue de nulle part. Avant de donner une explication, Luo lui demanda nerveusement de promettre de ne pas le prendre pour un fou. Il lui avoua courageusement qu'il possédait des super pouvoirs, ce qui choqua Jiang Yun. Elle pensa d'abord qu'il exagérait, mais il lui demanda sérieusement de réfléchir à la situation. Comment aurait-il pu retirer ses vêtements et faire apparaître une petite fille en un instant? Après y avoir longuement réfléchi, elle dut admettre que cela faisait sens, d'autant plus que la petite fille ressemblait étrangement à la chemise qu'elle portait. Finalement, elle acquiesça, bien qu'elle restât confuse quant à la nature exacte de son pouvoir. Il lui expliqua alors tout depuis le début jusqu'à ce qu'elle finisse par le croire. Luo lui demanda ensuite de garder le secret. En tant qu'amie, elle comprit la situation et accepta sa demande. Toutefois, elle s'inquiétait de ce qu'il fallait faire avec la petite fille. Luo lui expliqua qu'elle finirait par reprendre sa forme originale avec le temps. Sa question suivante créa un moment de malaise entre eux. Elle lui demanda s'il avait vu quelque chose lorsqu'elle était tombée plus tôt, mais elle changea immédiatement de sujet, laissant Luo perplexe. Elle détourna rapidement la conversation en demandant l'heure. Lorsqu'elle vit qu'il était presque minuit, elle s'inquiéta, car sa maison était très éloignée de celle de Luo et ses parents étaient très stricts. Ils décidèrent donc qu'elle passerait la nuit chez lui, à condition que Luo devienne son petit ami. Luo resta sous le choc, son imagination s'emballant au point qu'il crut un instant que Jiang Yun avait des sentiments pour lui. Mais cela lui semblait impossible, et il se dit qu'il était sûrement en train de trop réfléchir. Il tenta de rester calme et lui demanda pourquoi elle voulait qu'il joue ce rôle. Jiang Yun expliqua que s'il devenait son faux petit ami, elle pourrait passer la nuit chez lui sans que ses parents ne se plaignent. Dans son esprit, elle comptait également utiliser Luo comme un bouclier contre les garçons qui la harcelaient constamment. Luo accepta l'idée et elle lui demanda aussi s'il pouvait être son petit ami en dehors de cette situation, car elle avait peur de son ex-petit ami qu'elle qualifia de fou. Luo accepta puisque ce n'était qu'un jeu. Le sujet revint ensuite à la petite fille et on lui demanda de lui donner un nom. Luo la nomma Yayi en s'inspirant d'un vêtement. Jiang Yun fut déçu par sa manière de nommer les filles, comprenant immédiatement qu'il avait nommé d'autres filles de la même façon. Luo trouva que l'intuition féminine était effrayante, mais en mettant cela de côté, elle trouva que Yayi était un joli nom, et la petite fille l'accepta aussi facilement. La journée se termina ainsi, et ils allèrent dormir. Le matin venu, Jiang Yun s'apprêtait à partir. Luo lui demanda si elle avait besoin d'un trajet, mais elle refusa. Luo fut surpris lorsqu'elle se pencha vers lui, croyant qu'elle allait l'embrasser. Mais en réalité, elle voulait simplement lui demander si Yayi avait retrouvé sa forme d'origine. Luo était confus, car elle se souvenait d'elle, malgré le retour à la normale de Yayi. Après son départ, une grande question tourmenta Luo. Comment pouvait-elle se souvenir de Yayi alors qu'elle n'avait aucun lien de sang avec lui? Le son de la sonnette annonça le début d'une nouvelle journée pour Luo. Il se précipita furieusement vers la porte pour ouvrir, mais fut surpris en voyant sa petite voisine. Elle lui demanda si elle l'avait réveillé, mais il nia immédiatement, lui disant qu'il était réveillé depuis un moment. La petite voisine lui demanda alors s'il avait une télé à lui prêter, car la leur était cassée et ses camarades de classe allaient en venir jouer aux jeux vidéo. Déçu, Luo lui répondit qu'il n'avait pas de télé, et la petite fille fut choquée de découvrir qu'il existait réellement des gens qui n'avaient pas de télévision chez eux. Il lui demanda calmement ce qu'il y avait de si étrange à cela. Elle s'excuse pour le dérangement et repartit. De retour dans sa chambre, Luo réfléchit. N'est-il pas normal qu'un gars qui vit seul n'ait pas de télévision puisqu'il a un ordinateur? Il s'apprêtait à retourner au lit lorsque la sonnette retentit de nouveau. Son visage s'emplit de colère, mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit un livreur, son expression changea instantanément. Il
reçu un énorme colis envoyé par sa mère. À sa grande surprise, c'était une vieille télévision à tube cathodique. Luo pensa que sa mère le considérait comme un centre de recyclage où elle pouvait se débarrasser de ses vieilleries inutilisées. Il connecte les câbles à la télévision et, au moins, elle fonctionne. Mais soudain, l'image disparaît et l'écran devient entièrement gris. Plus tard, l'image réapparaît sans raison apparente. La télévision semble avoir un défaut particulier et comme sa mère est trop paresseuse pour l'emmener chez le réparateur, elle a trouvé plus simple de l'envoyer à son fils. Étant donné qu'il s'agit d'un vieux modèle, il ne sera probablement pas facile à réparer. Le jeune homme a alors une idée pour réparer l'appareil. Un cercle magique orange apparaît et une fille à l'apparence quelque peu vintage en sort. Luo salue cette ancienne télévision transformée en jeune fille. Elle lui demande s'il est son maître, si elle se souvient de l'époque où elle vivait chez sa mère et où elle se trouve actuellement. Luo lui explique qu'il ne vit plus chez sa mère et qu'il habite désormais seul. La fille commence alors à tousser violemment. Inquiet, le protagoniste lui demande si elle va bien, mais la télévision lui répond que cette toux est normale pour elle, ce qui est plutôt étrange. Étant un vieux modèle, elle pense qu'elle aurait déjà dû être mise au rebut. Cela pousse Luo à réfléchir à la vie de ces objets. Lorsqu'ils atteignent un point où ils ne peuvent plus être réparés, cela signifie-t-il que leur existence touche à sa fin? Tenant les mains de la jeune fille, Luo lui demande de ne pas dire de telles choses. Il doit bien exister un moyen de la réparer et il compte bien le trouver. Un peu plus rassurée, elle le remercie et mentionne qu'elle a toujours eu un vœu qu'elle aimerait qu'il réalise pour elle. Bien sûr, Luo accepte. Elle lui demande alors s'il peut l'emmener faire un tour dehors. Luo comprend qu'elle veut voir le monde extérieur, puisqu'elle est toujours restée enfermée à l'intérieur. Elle a une vague idée de ce à quoi cela ressemble, mais elle veut le voir de ses propres yeux. Luo réfléchit un instant à sa demande, puis lui dit qu'ils ne pourront pas aller bien loin, juste faire un tour en ville. Cela lui suffit, et elle lui demande s'ils peuvent y aller aujourd'hui. Luo est pris de court, car cette sortie n'était pas prévue dans son programme. Elle fut émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Avec enthousiasme, elle pointait chaque restaurant et bâtiment qu'elle connaissait et expliquait leur utilité. Arrivée devant un hôtel, elle déclara fièrement et à haute voix que c'était un endroit où les garçons et les filles sortaient ensemble. Choqué, Luo lui couvrit immédiatement la bouche, car trop de personnes l'avaient entendu. Il décida de l'emmener ailleurs, et ils partirent au centre commercial. Ils déambulaient joyeusement dans le centre commercial en mangeant une glace lorsqu'elle aperçut une magnifique robe bleue dans une vitrine. Comprenant la situation, Luo l'autorisa à entrer dans la boutique. Avant même qu'elle ne puisse explorer les rayons, il demanda à une vendeuse de lui faire essayer la robe bleue qu'elle regardait. Lorsqu'elle sortit de la cabine d'essayage vêtue de la robe, la vendeuse et Luo lui adressèrent un pouce en l'air, lui signalant qu'elle lui allait parfaitement. Sans hésiter, il paya la robe. Alors qu'ils continuaient à flâner dans le centre commercial, ils croisèrent des cosplayers qui organisaient un événement. Ils s'approchèrent d'une cosplayeuse déguisée en Rem qui leur proposa d'essayer des costumes. Luo accepta pour elle, expliquant qu'elle voulait essayer mais était juste un peu timide. Elle testa plusieurs costumes et ils lui allaient tous à ravir. L'équipe de cosplay leur proposa alors de prendre une photo ensemble. Ils acceptèrent et prirent une photo où elle portait une tenue de maid avec des chaussettes hautes. Sur le chemin du retour, elle sourit à Luo et le remercia d'avoir réalisé son souhait. Mais au fond de ses yeux, on pouvait voir une tristesse. Elle savait qu'elle était déjà vieille et abîmée. Après lui avoir dit qu'elle n'avait plus aucun regret, elle disparut soudainement dans les airs. Luo n'arrivait pas à croire que la princesse de la télévision s'était volatilisée aussi simplement. Son souvenir le frappa aussi douloureusement que lorsque Nimi avait disparu. Le lendemain, Luo emmena Yozora faire du shopping, lui disant qu'il était temps pour elle de changer de garde-robe. Au début, Yozora ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais Luo lui expliqua qu'elle portait toujours la même robe voyante, ce qui attirait trop l'attention lorsqu'il sortait en public. Peu après, Yozora eut les yeux émerveillés devant la multitude de vêtements en magasin. Face à tant de choix, elle ne savait plus lequel choisir. Luo l'aida à sélectionner quelques tenues et l'envoya dans la cabine d'essayage. Mais il oublia un détail crucial, il n'avait pas choisi de pantalon pour Yozora. Heureusement, Luo était juste à côté et l'empêcha de sortir dans une tenue beaucoup trop révélatrice. Il se précipita pour lui prendre un pantalon et mit fin à la séance shopping avant qu'un incident n'éclate. Sur le chemin du retour, Yozora affichait un sourire adorable, serrant dans ses bras les nouveaux vêtements que Luo lui avait achetés. Elle ne savait comment le remercier pour cette journée, mais Luo s'arrêta soudainement, l'air très sérieux. Alors qu'il exprimait sa sincère gratitude envers Yozora, des larmes coulèrent soudainement de ses yeux. Yozora ressentit immédiatement la douleur qu'il endurait. Elle serra l'homme brisé dans ses bras et lui assura qu'il reverrait un jour la princesse de la télévision et Mimi. Plus tard dans la nuit, Luo décida de se plonger dans les jeux vidéo jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'avait rien mangé. N'ayant plus de provisions, il devait sortir faire quelques courses. Mais fidèle
fidèle à lui-même, Luo oublia encore de remettre le bandage autour de sa main droite. Trop affamé ou trop paresseux pour retourner le chercher, il décida de faire vite et de revenir avant minuit. Mais on sait tous que ce type attire la malchance, n'est-ce pas? Luo acheta plusieurs paquets de nouilles instantanées avant de se dire qu'il aimerait un repas différent ce soir. Il se rendit dans un petit restaurant et commanda un bol de riz au bœuf à emporter. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Il devait vite partir avant qu'un objet aléatoire ne se transforme sous ses yeux en pleine rue. Pressé, il accéléra le pas, mais glissa soudainement et faillit tomber. Tout le monde s'amusa du spectacle, en voyant Luo réussir à ne pas s'écraser au sol de justesse. Se croyant enfin tiré d'affaire, il s'appuya contre un mur pour reprendre son souffle. Mais s'il pensait qu'un bâtiment aussi massif ne pouvait pas se transformer, il se trompait lourdement. Une lumière intense éclata, suivie d'un bruit assourdissant, comme si une explosion venait d'avoir lieu. Lorsque la lumière s'estompa, Luo réalisa qu'il était en train de tomber dans le vide. À sa grande surprise, il s'en sortit indemne. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'était qu'il avait atterri sur la poitrine généreuse d'une jolie fille blonde. Le bâtiment entier avait mystérieusement disparu dans les airs et la scène fut immédiatement envahie par des passants et la police. Un enquêteur interrogea Luo et la fille blonde puisqu'ils avaient été retrouvés exactement à l'endroit où l'événement inexplicable s'était produit. Luo expliqua calmement la situation tandis que la fille blonde semblait totalement indifférente. Pour éviter d'être davantage impliqué, Luo inventa un alibi et déclara que la fille était sa petite sœur, encore sous le choc. L'enquêteur crut à cette excuse et les laissa partir. Mais maintenant, une grande question se posait. Comment Luo pouvait-il transformer la fille blonde en un énorme bâtiment sans attirer l'attention sur lui? Il ne pouvait absolument pas se permettre d'être démasqué comme le responsable de la disparition du bâtiment, surtout maintenant que certains témoins commençaient à spéculer sur un phénomène surnaturel. Il demanda discrètement un service à la fille blonde qui accepta volontiers, se souvenant des bonnes actions de Luo par le passé. Luo détourna l'attention des curieux en faisant semblant d'avoir vu un objet étrange, tandis que la fille blonde se plaça au bon endroit. Soudain, alors que tout le monde regardait ailleurs, une énorme lumière jaillit et le bâtiment réapparut exactement à son emplacement d'origine. Luo poussa un grand soupir de soulagement, mission accomplie. Bon, la question que je me pose maintenant, c'est où se trouvaient les habitants de l'immeuble pendant tout ce temps? En tout cas, continuons l'histoire. Peu après, son ami Jong-Hyun lui annonça qu'il avait gagné un voyage en croisière de luxe pour 2 personnes et qu'il l'invitait à l'accompagner. Luo arriva tôt et Jong-Hyun lui fit une blague en le surprenant avant l'embarquement. Mais ils remarquèrent rapidement une agitation sur le bateau. Au milieu de la foule, une femme se disputait avec un membre de l'équipage, affirmant qu'ils avaient été trompés car ils ne pourraient embarquer que le lendemain. Le membre du personnel tenta de la calmer, s'excusant et expliquant que tout le monde serait logé dans un hôtel en attendant. En compensation, ils pouvaient faire du shopping dans la boutique du bateau. C'est là que le protagoniste comprit. Le voyage gagné par Jong-Hyun était en réalité un stratagème pour inciter les gens à dépenser leur argent dans la boutique du navire. La fille devint nerveuse, se demandant ce qu'il devrait faire maintenant. Puis, quelque chose d'autre attira son attention. Une fois entrée dans la boutique de la croisière, elle tomba sur une multitude d'articles de marque en promotion et voulut tous les acheter. En l'observant, le protagoniste pensa que le shopping des femmes est effrayant. Mais de son côté, Luo était également captivé par quelque chose. Dans son cas, c'était une magnifique maquette de bateau. Incapable de détourner le regard, il se demanda s'il devait l'acheter. Un peu plus tard, Jong-Hyun s'effondra sur le lit, épuisé. Il n'avait pu s'enregistrer à l'hôtel qu'après la tombée de la nuit. Au moins, le lit était confortable. Mais un problème se posa. Il n'y avait qu'un seul lit. Le protagoniste se demanda alors où il pourrait dormir. La fille lui montra qu'il devrait simplement dormir dans le lit avec elle, mais il refusa, affirmant que ce n'était pas si simple. En plus, il aimait déjà quelqu'un et ne dormirait pas dans le même lit qu'une autre fille. Les paroles du protagoniste choquèrent Jong-Hyun, qui n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Curieuse, elle lui demanda qui était cette fille, mais il répondit qu'il ne la connaissait pas. Elle lui demanda alors s'il s'agissait de l'une des filles qu'il invoquait. Juste en voyant son expression, elle comprit que c'était bien le cas et voulut savoir ce qu'elle était à l'origine. Bien qu'un peu mal à l'aise, Luo finit par révéler qu'elle était autrefois son smartphone. Jong-Hyun en conclut immédiatement que cela faisait sens. Après tout, les nerds et les smartphones sont une combinaison parfaite. Excitée, elle lui demanda de la transformer et de la lui montrer. Luo, impuissant, obéit. Dès que Yozora apparut, son adorable côté mignon fit immédiatement craquer Jong-Hyun, qui s'attacha à elle en un instant. Elle la prit dans ses bras, la traitant comme une petite sœur, tandis que Luo, de son côté, se retrouvait complètement ignoré. Heureusement pour lui, Yozora a toujours les yeux rivés sur Luo. Cependant, elle ne peut s'empêcher de remarquer que l'environnement a étrangement
différent cette fois-ci. Luo lui explique qu'ils sont sur une croisière de luxe, tandis que Jong-hyun l'invite à faire une balade nocturne sur le pont du navire. À l'instant même où Yozora entend parler de la mer, elle devient euphorique et veut aller la voir de ses propres yeux. Luo s'oppose immédiatement à cette idée, mais entre l'enthousiasme débordant de Yozora et l'influence sournoise de Jong-hyun sur la jeune fille innocente, il ne peut absolument rien faire pour les arrêter. La vue imprenable depuis le pont du navire remplit Yozora d'une joie indescriptible. Son excitation et son émerveillement sincère se lisaient clairement sur son visage adorable, et Luo tomba encore plus amoureux d'elle. Mais ce beau moment tourna rapidement au cauchemar lorsque deux passagers ivres commencèrent à harceler Yozora et Jong-hyun. Luo tenta d'intervenir, mais il fut facilement repoussé par les deux hommes. N'ayant pas d'autre option pour sauver les deux filles, Luo chercha quoi leur lancer. C'est alors qu'il remarqua la réplique miniature du navire qu'il avait acheté plus tôt à la boutique de souvenirs. Alors qu'il s'apprêtait à la jeter comme une arme contre les deux ivrognes, la figurine s'échauffa soudainement et émit une lumière aveuglante qui illumina tout le pont. De cette lumière intense émergea une jeune femme aux cheveux aussi blancs que la neige et aux yeux rouges écarlates. Tout le monde resta stupéfait devant son entrée dramatique. Les deux hommes ivres, complètement fascinés, crurent que la fille aux cheveux blancs était une cosplayeuse apparue mystérieusement de nulle part. Mais lorsqu'elle commença à parler comme si elle était en plein jeu de guerre, les deux ivrognes trouvèrent cela hilarant. Luo, lui, prit la situation au sérieux et lui donna l'ordre d'attaquer. En une seule fraction de seconde, plus rapide qu'un clignement d'œil, la mystérieuse fille neutralisa les deux ivrognes d'un seul mouvement. À la fois stupéfait et terrifié, Luo ressentit une immense joie d'avoir invoqué une femme aussi puissante. Mais cette fille aux cheveux blancs s'avéra beaucoup trop puissante, car elle prépara son canon à main pour en finir avec les deux hommes. Luo parvint de justesse à l'arrêter avant qu'elle ne les réduise en poussière. Yozora et Jong-hyun exprimèrent leur profonde gratitude à la jeune femme, qui déclara simplement qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres de Luo en tant que subordonnée. Mais avant qu'elle ne continue son jeu de guerre, ils décidèrent de retourner immédiatement dans leur cabine pour éviter d'attirer davantage d'attention. Avec Jong-hyun et Yozora endormis comme des bébés, épuisés par cette journée intense, Luo resta éveillé, son esprit troublé par le fait qu'il venait d'invoquer deux filles en une seule journée. Sous le regard intrigant de la fille aux cheveux blancs. Elle était indéniablement mignonne et cool, mais son comportement étrange et son regard intensément fixe donnaient des frissons à Luo. Le lendemain matin, à bord du navire, Luo se réveilla et découvrit que Yozora et la fille aux cheveux blancs avaient retrouvé leur forme originale, tandis que Jong-hyun dormait toujours, fragile comme un bébé. En observant Jong-hyun, il ne put s'empêcher de remarquer sa silhouette délicatement séduisante, réveillant en lui son âme d'homme de culture. Heureusement, il parvint à chasser ses pensées juste au moment où Jong-hyun ouvrit les yeux. Une situation matinale des plus gênantes s'ensuivit, Luo s'enfuyant précipitamment pour échapper à tout jugement, tandis que Jong-hyun, encore à moitié endormi, ne comprenait absolument rien à ce qui venait de se passer. Mais, en parlant de surprise, Luo ne réalisa qu'à ce moment-là que le bateau faisait route vers le Japon. Lors du petit déjeuner, Jong-hyun confirma l'information et immédiatement, Luo commença à élaborer des plans dans sa tête. Jong-hyun le fixa, mal à l'aise, en voyant le sourire bizarrement inquiétant qui s'étalait sur son visage, comme un homme devenu complètement fou. Mais Jong-hyun avait aussi un plan. Elle voulait que Luo invoque Yozora et qu'ils passent encore plus de temps ensemble, car désormais, Luo et Yozora partageaient un lien spécial. Pour Jong-hyun, c'était la meilleure excuse possible. Avec Yozora de retour à bord, leur journée en croisière devint encore plus agréable. Mais plus tard, dans la soirée, dans la salle à manger du navire, Luo et son groupe surprirent une dispute à une table voisine. Un homme, furieux, criait sur deux autres hommes assis en face de lui. Les deux hommes en question étaient les mêmes ivrognes qui avaient tenté de harceler Yozora et Jong-hyun la veille. Bien que ces deux-là avaient complètement oublié ce qui leur était arrivé, Luo, Jong-hyun et Yozora savouraient chaque seconde de les voir se faire réprimander comme des enfants. Se sentant comblés, ils ne purent s'empêcher de rire aux éclats et de profiter du reste de la soirée. Enfin, le jour tant attendu par Luo arriva. Ils arrivèrent au Japon, remplis d'une joie et d'une excitation incontrôlable. Luo passa toute la journée avec Jong-hyun, explorant les lieux emblématiques et attractions touristiques du pays. Et après cette longue journée, ils se rendirent à un hôtel avec des sources thermales pour la nuit. Là, Luo ne put cacher son émerveillement devant l'architecture traditionnelle japonaise et apprécia chaque recoin de leur chambre. C'était une situation quelque peu gênante, mais plutôt plaisante, jusqu'à ce que son esprit soit de nouveau titillé par ses pensées de culture. Partager la même chambre que Jong-hyun donne à Luo l'espoir secret d'avoir
une chance de moments intimes avec elle. Et lorsque Jong-hyun l'invite à essayer la source thermale de l'hôtel après le dîner, ses pensées cultivées prennent encore plus d'ampleur. Mais Luo subit un coup dur lorsque Jong-hyun enchaîne avec une autre demande. Elle invite Yozora à partager la source thermale féminine avec elle. L'âme brisée, Luo ne peut que regarder Jong-hyun et Yozora profiter d'une agréable soirée aux sources chaudes sans lui. Jong-hyun et Yozora passent leur temps comme des sœurs, discutant tranquillement tout en savourant l'eau rafraîchissante. Mais nous savons tous que Yozora n'est pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? La petite fille ne peut s'empêcher de remarquer la différence physique entre elle et Jong-hyun, alors elle pose une question à cette dernière. La question de Yozora, sincère mais légèrement naïve, met Jong-hyun dans une position délicate, lui donnant envie de toucher ses coussins de maturité qui la rendent perplexe. Gênée et timide, Jong-hyun répond comme une grande sœur bienveillante le ferait. Jong-hyun laisse Yozora satisfaire sa curiosité un instant jusqu'à ce que la situation devienne trop embarrassante pour elle. Rougissante et paniquée, Jong-hyun s'enfuit en ordonnant à Yozora de retourner à l'hôtel. Mais ce qui est vraiment gênant, c'est que derrière ces murs fins, un homme a clairement entendu toute la conversation du début à la fin. Cet homme, c'est Luo. Leur voyage au Japon touche à sa fin et il est temps de rentrer chez eux. Cette fois, cependant, ce sera en avion. Apparemment, Luo a peur des hauteurs et ne peut s'empêcher de s'agripper à Jong-hyun comme un enfant terrifié. Jong-hyun lui conseille plutôt de dormir, ce qu'il fait. Luo s'endort, mais une Jong-hyun paniquée le réveille peu après. L'avion dans lequel il se trouve est sur le point de s'écraser. Désespéré de sauver Jong-hyun, Luo utilise son pouvoir pour transformer l'avion en humain afin de la protéger. L'avion prend alors la forme d'une femme et Luo lui confie la suite des événements. Cependant, la situation passe de mauvaise à catastrophique. Tous les passagers tombent désormais du ciel, car l'avion est devenu une femme ailée, habillée en hôtesse de l'air. Luo, qui ne peut que crier de toutes ses forces, hurle alors qu'ils chutent tous. Son cri est si fort qu'il le réveille en sursaut. Luo surprend tout le monde dans l'avion, y compris Jong-hyun. Avec son comportement soudainement étrange, Luo doit maintenant endurer à la fois sa peur du vide et une profonde gêne pour le reste du vol. Finalement, ils arrivent sains et saufs. Avant de se séparer, Luo exprime sa sincère gratitude à Jong-hyun. Il tente d'appeler un taxi pour elle, mais Jong-hyun refuse, expliquant que son père est en route pour venir la chercher. À peine a-t-elle prononcé ces mots que son père arrive. Il abaisse la vitre de sa voiture et lance à Luo un regard tranchant. Muet, Luo ne fait rien d'autre que souhaiter à Jong-hyun un bon retour avant de partir. Luo rentre immédiatement chez lui, impatient de retrouver son animal de compagnie adopté, Mimi. Mais son enthousiasme s'évapore rapidement lorsqu'il découvre à quel point la maison est devenue chaotique et désordonnée. Que pouvait-il espérer après avoir laissé son chat seul pendant 2 jours? Le corps de Luo reste cloué à son lit après avoir passé toute la nuit à nettoyer le bazar de Mimi. Sans l'appel de Jong-hyun, ce pauvre homme aurait sans doute dormi jusqu'à l'après-midi. Mais cet appel n'était pas juste là pour le réveiller. Jong-hyun lui annonce qu'un cadeau lui est destiné et qu'il doit être livré ce jour-là. Et à peine raccroche-t-elle que le colis arrive. L'énergie de Luo revient immédiatement. Il court vers la porte et saisit le paquet envoyé par Jong-hyun. À sa grande surprise, il découvre une figurine en édition limitée de Waifu Maid qu'il a toujours désirée. Le geste de Jong-hyun touche profondément Luo, au point qu'il la considère comme un ange descendu du ciel. Luo déballe rapidement la figurine de Maid, mais son excitation le rend maladroit. Une petite ouverture dans le bandage de sa main droite déclenche son pouvoir, transformant la figurine. Et voilà, elle devient une humaine vivante, conservant son apparence d'origine. Luo est sous le choc. Non seulement son pouvoir fonctionne désormais sur les figurines de waifu, mais en plus, la maître devant lui l'appelle passionnément maître. Un moment exceptionnel dans la vie de Luo, qui le fait pleurer de joie et renforce ses pensées de grand amateur de culture otaku. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que Sukim, la maid waifu, est capable de s'occuper de toutes les tâches ménagères comme une vraie domestique. Une aide dont Luo a désespérément besoin, car sa maison est un véritable champ de bataille après son voyage au Japon. Et bien sûr, à cause de sa paresse. Sukim ne peut s'empêcher de se sentir redevable envers son maître Luo. Avant même qu'il ne finisse ses pensées, Sukim se précipite et commence immédiatement ses devoirs de maid dévouée. La maid, au look impressionnant, fait un travail exemplaire en nettoyant l'appartement de Luo, qui devient impeccablement propre. Tant par son apparence que par ses talents ménagers, Sukim éblouit complètement Luo. Et une fois de plus, Luo commence à imaginer des pensées malicieuses qui lui permettront de tirer profit à la fois de sa paresse et de son mode de pensée d'homme de culture à l'avenir. Ce simplet de Luo est tellement absorbé par ses pensées masculines qu'il en oublie presque qu'il est déjà midi. Sukim, animé par un profond sens du devoir, lui propose de cuisiner pour son maître Luo. Et bien sûr, c'est une musique des plus agréables à ses oreilles. Sukim ne perd pas de temps et se
précipite dans la cuisine pour préparer un repas, mais elle ne peut pas commencer. La pauvre fille ne s'était simplement pas rendu compte à quel point Luo était paresseux. Peu importe son talent de maid, personne ne peut cuisiner un vrai repas en n'ayant que des snacks et des paquets de nouilles instantanées, les seuls aliments que Luo considère comme comestibles dans son appartement. Soo-Kim propose alors d'aller elle-même acheter les ingrédients. Luo refuse aussitôt, expliquant que la tenue de Soo-Kim attirerait sans aucun doute une attention indésirable. Il insiste donc pour qu'elle lui prépare des nouilles instantanées en attendant, ce qu'elle accepte volontiers. Alors qu'il attend, Luo entend Soo-Kim crier dans la cuisine. Il se précipite et la découvre au sol. Heureusement, la maid s'est seulement brûlé le bout d'un doigt en cuisinant. Luo l'aide en passant son doigt sous l'eau froide du robinet. Ce geste généreux trouble légèrement Soo-Kim, qui ne comprend pas pourquoi son propre maître prend soin d'elle. Mais Luo se soucie sincèrement d'elle et apprécie tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Touché, Soo-Kim rougit et, tout excité, exprime sa gratitude envers Luo. Dans la scène suivante, Luo est pleinement satisfait de la cuisine de Soo-Kim. Voir son maître aussi heureux grâce à ses services remplit Soo-Kim de joie et elle ne souhaite qu'une chose, continuer à le servir. Ainsi, lorsque Luo annonce vouloir faire une sieste, Soo-Kim lui attrape la tête et la pose sur ses genoux. Pris au dépourvu, Luo se redresse immédiatement, totalement abasourdi par son geste. Déconcertée, Soo-Kim ne comprend pas pourquoi son maître refuse d'être servi. Elle lui demande alors si ses genoux ne sont pas assez confortables pour dormir. Mais avant que Luo ne puisse trouver une excuse valable, Soo-Kim lui saisit à nouveau la tête et la repose sur ses cuisses. Résister est futile, et Luo n'a d'autre choix que de laisser Soo-Kim accomplir son devoir. Soo-Kim lui raconte même une histoire pour l'endormir, bien qu'il ne s'agisse que d'une sieste de l'après-midi. Luo s'endort et Soo-Kim retrouve alors sa forme d'origine, une figurine. Alors que Luo dort paisiblement sur le sol, une étrange femme blonde, vêtue comme une déesse, apparaît de nulle part. Après avoir jeté un regard dédaigneux à Luo endormi, la femme blonde invoque magiquement une masse d'eau et la lui jette au visage. Luo se réveille en sursaut, trempé et totalement confus. Il scrute la pièce jusqu'à ce qu'il remarque la femme blonde devant lui. Celle-ci se présente sous le nom de déesse Alice. Et oui, cette même déesse Alice est celle qui était apparue dans le rêve de Luo et lui avait offert son super pouvoir de transformer des objets inanimés en femmes humaines. Étonné par l'attitude particulière de la déesse et subjugué par son corps envoûtant, Luo ne peut s'empêcher de se demander ce qui lui vaut le plaisir d'une visite en personne de la divinité. Il tente également de lui demander pourquoi elle l'a choisi, lui, pour porter ce pouvoir parmi tant d'autres. Mais les trop nombreuses questions de Luo finissent par agacer la déesse. Tout ce qu'il reçoit en guise de réponse, c'est une tasse de thé atterrissant sur sa tête. Le mystère autour du choix de Luo par la déesse reste donc entier. Si l'on pouvait penser que déesse Alice est simplement une divinité distribuée au hasard des super pouvoirs, elle finit par révéler son véritable objectif. La Terre est sur le point de connaître une destruction cataclysmique qui anéantira toute l'humanité. Faisant partie du clan qui a créé l'univers tout entier, déesse Alice est responsable de la sauvegarde de la Terre afin d'empêcher sa destruction. Mais Luo ne comprend toujours pas comment son pouvoir de transformer des objets en waifu pourrait réellement sauver le monde.